partie, c'est la partie un petit peu qui est la partie fête là, qui va avec. Pour nous, aujourd'hui, c'est la journée où on va officiellement inaugurer le parc Notre-Dame-de-la-Paix. Juste pour faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est le parc Notre-Dame-de-la-Paix, c'est quand le conseil est arrivé en place il y a 2 ans, on a parlé avec René Jean, la ville venait de prendre possession de la chapelle. Puis on se posait la question, y a-t-il quelque chose de prévu, qu'est-ce qui est planifié? Puis on n'avait pas d'activité ou rien qui était prévu au niveau de la chapelle. Fait qu'on a regardé ça, puis j'avais la chance d'avoir un mentor qui était avec moi, qui était Laurent Langlois. Laurent, c'est quelqu'un qui, pour lui, c'est le lac, la chapelle, c'était 2 éléments majeurs dans son existence, puis qui avait beaucoup d'intérêt à le protéger et à le mettre en valeur. Fait qu'on a travaillé là-dessus. On a décidé au niveau du conseil d'essayer de trouver un comité citoyen qu'on pourrait impliquer pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec la chapelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner vie? Parce qu'en fin de compte, la chapelle, c'est un point central. Dans tous les petits villages, la chapelle, on enferme de plus en plus des églises, mais c'est le point central, c'est le point de rassemblement des gens dans le passé. Et les gens sont arrivés avec une idée de dire, on pourrait peut-être faire un parc de forêts nourricières et jardins communautaires. C'est ce qui rapproche les gens, c'est ce qui permet un peu de redonner de la valeur. Fait qu'on a travaillé là-dessus. Au début, on avait un petit groupe qui n'était pas gros. Je vous dirais que les premières activités, quand on a regardé, je n'étais pas sûr qu'on voulait donner coup de pelle parce qu'on était juste 2 ou 3 à donner des coups de pelle. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais finalement, plus qu'on a progressé, plus qu'on embarquait les gens, plus que les gens comprenaient un peu l'objectif de la place, on s'est ramassé à la fin dans des exercices d'une 30aine de bénévoles. Le but premier, c'était de dire, on veut conserver un peu le côté patrimonial de l'espace, mais on veut aussi y redonner vie, on veut que les gens s'assemblent, qu'ils utilisent le terrain pour que ça devienne un point commun. Les gens vont plus souvent à l'église se rassembler. Par contre, des parcs, c'est un endroit où les gens peuvent venir se recueillir, venir passer un peu de bon temps, venir partager. Comme conseil municipal, nous avons dû et devons faire face à des défis. Mobilisation de nos ressources humaines et matérielles, intervention d'urgence, information de nos citoyens, coopération et intégration de nos actions avec les autres intervenants gouvernementaux et privés. Seul Fossambeau-sur-le-Lac, compte tenu de sa taille et de ses effectifs et de ses équipements, pouvait difficilement intervenir avec célérité et efficacité pour aider, protéger et sauver individus et biens. Notre population étant de 361 propriétaires, les besoins et obligations de la Ville pour soutenir et informer la population sont remplis et conformes au règlement qui entre en vigueur au mois de novembre qui vient. Alors, M. Delbecq, je vous remercie toujours de nous recevoir dans vos ententes. Je pense que c'est pour le bien commun. Ce règlement, qui sera mis en application à partir du 19 novembre prochain, fait en sorte que les municipalités locales doivent être en mesure d'appliquer sur leur territoire les procédures d'alerte et de mobilisation, ainsi que les moyens de secours minimaux déterminés par le règlement. Ainsi, une municipalité doit être en mesure de diffuser à sa population de l'information visant la protection des personnes et des biens sur son territoire lors d'un sinistre majeur, réel ou imminent. Une municipalité doit également désigner des endroits qui pourront, lors de tel événement, servir de centre de coordination ou centre de service et d'hébergement temporaire pour les victimes de ce sinistre. Donc, on peut les rejoindre par courriel, par SMS ou par message vocaux. Pour les biens de la cause, je vais le faire en message vocal. On a des choses, des messages prédéfinis qu'on peut envoyer ou on peut les créer au fur et à mesure. Dans le cas qui me concerne, on va demander une conférence téléphonique d'urgence. Donc, on a un sinistre qui se prépare, je veux rejoindre mes intervenants. Je lance la diffusion de l'appel. Une situation d'urgence touche notre territoire. Vous êtes prié de me contacter immédiatement par téléphone. Un bilan de la situation et des consignes vous seront transmis. Inscrire votre nom et le numéro de téléphone pour vous contacter en remplacement de cette ligne. Appuyez sur l'1 pour donner suite. Appuyez sur le 2 si vous ne pouvez pas. Bon, dans le fond, moi, en temps réel, en tant que coordonnateur ou la personne qui a envoyé le message, je vais être capable de suivre la réception de mes appels, donc les gens qui ont reçu l'appel et qu'est-ce qu'ils en ont fait.
Donc, dans le cas qui nous concerne, dans cette situation, j'ai été rejoint, le message qui a été diffusé et la réponse de la personne qui était à Merci aux gens qui viennent aussi nous visiter parce que c'est important que vous soyez là. Moi, je dis aux gens de l'extérieur, bienvenue chez nous. Et aux gens de Port-Rouge, bienvenue chez vous parce que vous êtes chez vous partout dans la municipalité. Donc, je souhaite à tous des bonnes vacances en spectacle, surtout la belle température. Je pense qu'on nous l'a promis. Ce soir est une soirée spéciale. C'est le 10e anniversaire de Vacances en spectacle. C'est le 25e anniversaire tout au long de l'année du groupe que vous allez entendre dans quelques minutes, les Respectables. Alors, moi, je ne veux tout simplement que vous dire bon spectacle, bonne semaine de Vacances en spectacle ici à Pont-Rouge. Et fier de vous présenter les porte-paroles Vacances en spectacle de 2019, édition 10e anniversaire, les Respectables! Avec moi, vous êtes prêts? Droit dans les airs! Alright, tout le monde le fasse pour que ça marche, ok? Alright, avec moi. Allons-y. 3, 4. Oh yeah! Now listen here. L'argent fait le bonheur. L'argent. Hey, vous connaissez cette chanson? L'argent fait le bonheur. L'argent. That's what I'm talking about. L'argent fait le bonheur. L'argent, oh yeah! L'argent fait le bonheur. Oh yeah! Alors, la chapelle a été démolie, je crois, en... 2017, je crois. Oui, 2017. Et étant donné qu'il y a toute une histoire, justement, rattachée à cette chapelle-là, il s'est passé plein d'événements à cette chapelle-là. Même si elle n'est plus là, l'histoire reste. Et c'est important de le souligner, là. Donc, la plaque, il y a des photos de l'église, de la chapelle, plutôt, c'est une chapelle. Et il y a aussi des événements qui sont racontés, des textes. C'est une très belle place. Parlez-moi un peu de votre relation avec la chapelle. Bien, moi, la chapelle, écoute, ça représentait toute mon enfance. Je passais mes étés ici parce que tout petite, mes parents avaient un chalet. Bien avant d'habiter ici, je passais mes étés au lac. On était amis aussi avec M. le curé, l'abbé Morin, qui s'occupait de la chapelle. Puis la chapelle, bien, c'est ça, c'était nos dimanches, hein, on s'en venait ici. Mon père, même, était syndic. Il passait la quête. Puis il passait 2 fois à la quête parce qu'il y avait une quête de banc dans le temps. Hein. Puis oui, ça représente plein de souvenirs. Les processions aussi, l'art de l'Assomption. C'était comme une petite procession de bateaux. Je me dis tout le temps que peut-être qu'aujourd'hui, la parade de bateaux qu'on fait à chaque année, c'est peut-être des vestiges de ça, tu sais, dans le fond. Il faut se rendre à l'évidence à un moment donné. Il aurait fallu qu'il y ait des sommes très importantes qui soient investies. Là, des gens disent pourquoi vous n'avez pas transformé faire un restaurant, faire une discothèque, une salle de spectacle. On a entendu ça, on a entendu toutes sortes de choses, mais déjà, la chapelle, elle était
on ne dira pas à l'abandon, mais ça nécessitait énormément de réparation. Ça aurait été des coûts très, très importants. Plus de 175 coureurs, 164 plus précisément. Alors, coureurs qui sont dans cette vague du gros bras, mesdames, messieurs. Premier départ de cette 16e édition du Raid Bras du Nord. Première fois un samedi. On vous rappelle très festif. On vous attend retour ravitaillement final sous le chapiteau. Restez avec nous, les douches, une nouveauté, ne pas oublier. On vous souhaite bonne chance, mesdames, messieurs. Amusez-vous dans l'incontournable Vallée Bras du Nord dans 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti! Alors, sans plus attendre, je déclare close la période de mise en candidature et c'est avec plaisir que je déclare que la candidate libérale officielle et prochaine députée à la Chambre des communes de Portneuf-Jacques-Cartier est Annie Talbot. Annie, on est tellement fiers de t'avoir avec nous. Moi, tu sais, je pourrais compter toutes sortes d'histoires sur Annie. Elle est la présidente, elle était récemment la présidente de la YWCA, qui est à 100 mètres de la maison chez nous. Fait que chaque fois que j'allais à la YWCA, pour moi toujours, mes filles aussi, ma femme et tout ça, on pensait au bienfait de donner aux femmes toute la place qu'elles doivent avoir en 2019 au Québec. Il ne fallait pas faire comme les conservateurs font toujours, c'est-à-dire de donner des bénéfices aux mieux nantis et de couper les services pour les autres, parce que c'est ce qu'ils font à chaque fois. À la place, c'est d'investir. D'investir dans la classe moyenne, investir dans la famille, investir dans les aînés, investir dans nos communautés, comme le tramway qu'on vient d'annoncer ici à Québec, là. En 2015, on a osé dire, contrairement aux conservateurs et au NPD, qu'on allait investir, qu'on avait confiance dans l'avenir du Canada et surtout qu'on avait confiance dans la capacité des Canadiens de bâtir ce monde meilleur. Je vais m'inspirer, chers collègues et M. Trudeau, de votre détermination d'avoir redéfini le Parti libéral du Canada par la mobilisation communautaire. Je vais aller à la rencontre des citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier, cette magnifique couronne verte de Québec, riche d'un patrimoine exceptionnel, d'attraits touristiques et de plein air unique, le véritable grenier de la capitale nationale avec ses plus de 400 fermes. J'entends poursuivre le travail pour maintenir les programmes pour les familles, pour les enfants. En 2019, ce sont 12 970 familles de la circonscription Portneuf-Jacques-Cartier, près de 13 000 familles, 24 000 enfants qui recevront 480 $ par mois en moyenne, soit plus de 6,2 millions versés. N'est-ce pas fantastique? L'idée, donc, de la rencontre d'aujourd'hui, c'est, dans le fond, faire connaître le jardin communautaire, plus largement qu'aux seuls initiés. Hein? Faire connaître, donc, auprès des jeunes de Pont-Rouge pour que l'an prochain, éventuellement, on ait une forte demande, n'est-ce pas? Qu'on soit obligé de refuser peut-être déjà et de penser à un deuxième jardin communautaire. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et mettre en lumière aussi un des aspects intéressants qu'on trouve ici à Place Saint-Louis, c'est que l'édifice sert pour le communautaire à Pont-Rouge de façon vraiment extraordinaire, au-delà, je pense, de toutes les attentes des citoyens à Pont-Rouge. Et puis, c'est une facette, maintenant c'est à l'extérieur que ça se passe. On utilise des terrains pour, dans le fond, une activité communautaire qui, je pense, vous allez le voir, fait plaisir à pas mal de monde. Je dois vous confier que l'événement d'aujourd'hui m'a ramené un petit peu au moment où ce que M. le maire m'a confié au sein du conseil de ville, le comité d'embellissement. Dès le départ, j'avais le souci d'y donner une vision avec la collaboration de Pierre. Dans le fond, ce que je voulais, c'est que
le comité puisse offrir à la population un environnement sain, agréable et empreint par la beauté de nos lieux. Fait que pour ce faire, je m'étais donné 3 objectifs que je vous partage. C'était d'embellir notre ville, s'approprier les lieux via des projets ou des événements comme le jardin communautaire, puis de promouvoir, dans le fond, l'embellissement de notre ville. La réalisation du jardin communautaire, c'est un projet qui me tenait vraiment personnellement à cœur. Mais je dois avouer là, que sans l'engagement de tous les bénévoles, ça n'aurait pas été réalisé, puis ça aurait demeuré dans la section des bonnes idées dans un dossier de la ville. Pour répondre à la demande de tous, le jardin communautaire a 2 volets. D'une part, c'est un jardin communautaire où les gens ont chacun leur petit jardinet pour pouvoir s'occuper de leurs choses, avoir le propre écoute et tout ça. Mais la demande était également présente pour avoir une partie collective. Plusieurs personnes, donc, collaborent ensemble, cultivent les mêmes jardinets, puis se partagent les récoltes à la fin. Donc, on a les 2 vocations en même temps ici au Jardin de la Ville. À Saint-Casimir, à la bibliothèque Jean-Charles Magnan, les dirigeants et membres de la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir ont profité de leur assemblée générale annuelle pour dévoiler publiquement le nouveau site Web en ligne depuis quelques semaines. Le site Web a été développé par Léo Denis Carpentier, administrateur à la Société, et la conceptrice Mélissa Doucet. Il est possible de consulter le bulletin trimestriel Le Cageux, qui existe depuis 22 ans, différents circuits patrimoniaux, plus de 1000 ouvrages de généalogie et d'histoire, en plus de toutes les informations pertinentes pour devenir membre de la Société qui a célébré ses 20 ans en 2016. L'ex-maire de Lac-Sergent, avocat passionné et très impliqué dans le monde de la généalogie sur la scène internationale, Denis Racine, a raconté comment il a connu l'ingénieur Robert Tessier, décédé en 2015, originaire de Saint-Casimir et qui a été sous-ministre adjoint au ministère des Transports du Québec et fondateur de la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir. La Société a immortalisé le nom de G. Robert Tessier à un salon de la bibliothèque Jean-Charles Magnan. Écoutons l'anecdote de M. Racine. Moi, je suis un ami de Robert Tessier. J'ai connu Robert Tessier à Sainte-Foy, à l'époque où j'étais grand comme ça. J'avais 3 ans. C'était simple, c'était le voisin chez mes parents. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la généalogie, en 67, j'avais 14 ans, 15 ans, et celui qui m'a démêlé à travers tout ça, c'est Robert Tessier. Ça a été un de mes mentors pour la généalogie. J'ai fait un cours de droit, parce qu'il faut bien gagner notre vie. Mais à côté de ça, ma grande passion de ma vie, ça a été la généalogie. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Alors, j'ai connu Robert pendant des années. J'ai été sur son conseil d'administration à la Société de généalogie. Et évidemment, quand on a inauguré le salon, j'y étais, c'est avec grand plaisir. Quand les enfants, je suis à l'école avec eux autres, évidemment. Et j'ai dit que les années commencent à s'accumuler, que ma bibliothèque de généalogie va aboutir ici. Alors, j'ai déjà commencé à donner... D'autre part, la ministre fédérale du Tourisme, des langues officielles et de la francophonie, députée d'Ahuntsic-Cartierville, Mélanie Joly, était à Saint-Raymond le mardi 27 août dernier pour annoncer un montant de 500 000 $ à la coopérative de solidarité Vallée-Bras-du-Nord. Ce montant de 500 000 complète, en fait, le montage financier de la coopérative pour son développement 2018-2022, estimé à 5,4 millions. Le directeur général de la coopérative, Frédéric Asselin, nous donne certains détails de ses futurs investissements. On veut augmenter notre nombre de kilomètres de sentiers de vélo de montagne pour tous les goûts, pas juste les experts, pour la famille aussi. Mieux équilibrer nos sentiers faciles, intermédiaires, experts, il en faut pour tous les goûts, pour continuer dans le peloton de tête. On veut améliorer l'offre d'hébergement, donc ajouter des unités d'hébergement au niveau de chalet, agrandir notre camping. Et on veut améliorer notre prestation de service à l'accueil Chanahan, donc construire un nouvel accueil qui va mieux répondre à la demande grandissante
Je pense que le week-end dernier, Mathieu disait que c'était un de nos, sinon peut-être le plus gros week-end qu'on a eu. Donc, ça commence à être à toutes les années qu'on a des plus gros week-ends jamais vus, là. On commence à manquer d'eau, les sanitaires. Tu sais, vous savez, c'est toutes ces choses-là qui sont plates à parler. C'est vraiment besoin criant. Donc, il faut déployer ce plan-là l'année prochaine au niveau des infrastructures. L'objectif de la stratégie est de créer 54 000 nouveaux emplois d'ici 2023. Augmenter de 25 % tous les revenus associés aux dépenses des touristes. Et aussi, on veut s'assurer d'avoir 1 million de touristes de plus à l'extérieur de nos grands centres. Le samedi 7 septembre dernier, les membres du Club Lion de Saint-Raymond, la Ville de Saint-Raymond, les députés provinciaux et fédéraux Vincent Caron et Joël Godin, ainsi que des membres du comité d'embellissement de la Ville, ont inauguré l'arboretum du Club Lion, aménagé juste à côté de la forêt nourricière, à l'entrée du parc riverain de la Rivière-Sainte-Anne, un terrain propriété de la Ville de Saint-Raymond. Quelques 80 arbres et arbustes ont été plantés et il reste de la place pour une vingtaine d'autres. Ce projet a pris forme il y a 3 ans à partir d'un programme environnemental du Club Lion. Écoutons le président à Saint-Raymond, Denis Beaulieu. Nous faisons partie d'une association internationale qui inclut également un programme environnemental. Nous avons décidé de poser un geste écologique en réalisant l'arboretum. Il faut dire qu'il y a de la fibre sensible pour l'environnement dans notre club, car plusieurs de nos membres ont déjà été des anciens 4H. Et je peux vous dire qu'on a planté des arbres. Le concept du Club Lion veut que chaque membre soit propriétaire et responsable de son arbre. Écoutons à nouveau le président Denis Beaulieu. Chaque membre Lion est propriétaire de son arbre. Le club et le membre ont participé financièrement à l'achat de son arbre. Le député sortant du Parti conservateur du Canada, Joël Godin, a lancé sa campagne électorale ce dimanche dernier, 15 septembre, à Donnacona, au relais de la Pointe-aux-Écureuils, devant son équipe, ses amis et sa famille. D'entrée de jeu, M. Godin a salué l'implication bénévole de son organisation et le support de sa famille dans ses fonctions de député. D'ailleurs, M. Godin a choisi le lieu de la Pointe-aux-Écureuils en mémoire de son arrière-grand-père, qui est originaire de Les Écureuils. D'ailleurs, son arrière-grand-père et son grand-père ont tenu un commerce à côté de l'église, l'ancienne église. Il explique. Mon arrière-grand-père et mon grand-père ont tenu commerce juste ici à côté de l'église, mais pas celle-là, l'ancienne, dans l'autre sens. Et j'ai été obligé en 2015 de vérifier à la ville de Donnacona parce que je suis venu sur le perron ici pour dire, voyons, dans quel angle que la photo a été prise, ça ne marchait pas. Et effectivement, ils ont déplacé l'église dans l'autre sens. M. Godin a invité sur scène le président du relais de la Pointe-aux-Écureuils, M. Jean-Yves Matte, et lui a remis en don des photos souvenirs de ses ancêtres pour ajouter à l'exposition des photos installées dans le musée de la sacristie. Toujours en action pour vous, c'est le slogan que M. Godin et son équipe ont choisi pour mener leur campagne électorale. Le transfert du quai de Portneuf, du fédéral à la municipalité, la couverture cellulaire partout sur le territoire, la pénurie de main-d'œuvre, le développement du concept de l'économie circulaire, des déchets, en fait, d'une entreprise peuvent devenir une matière première pour une autre, et protéger l'environnement par des gestes écologiques sont autant d'engagements que M. Godin entend respecter s'il est réélu député. M. Godin nous rappelle maintenant les engagements du Parti conservateur du Canada pour que les Canadiens se retrouvent avec plus d'argent dans leur poche. Concrètement, un crédit d'impôt pour prestations de naissance, c'est-à-dire que les congés de maternité et de paternité ne seront pas imposables. C'est en grande pompe, sans jeu de mots, que la Ville de Saint-Raymond a procédé ce mardi à l'inauguration de la caserne des pompiers et du garage municipal, 2 infrastructures qui auront coûté 7,8 millions de dollars, 4,3 millions
pour la caserne construite en bas de la côte de la Grande Ligne à l'intersection de la rue Saint-Joseph et 3,5 millions le garage municipal situé en haut de la côte Saint-Louis sur la rue Guyon. Le gouvernement du Québec y a participé pour un montant total de plus de 4,4 millions de dollars. D'ailleurs, les ministres Geneviève Guilbeault, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, et Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, étaient présentes à cette inauguration. On retrouvait également, entre autres, plusieurs élus de Portneuf et de la Jacques-Cartier, différentes brigades de pompiers de municipalités voisines, ainsi que les entrepreneurs locaux qui ont réalisé le tout. Le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, nous a rappelé les circonstances du déménagement de la caserne et du garage et qui a été fortement recommandé par le ministère de la Sécurité publique. De plus, le déménagement de la caserne était recommandé par le ministère de la Sécurité publique puisqu'elle était située dans une zone qui a été fortement inondée au cours des dernières années. Aussi, pour assurer la sécurité des enfants de l'école Grande-Vallée et des personnes âgées de la résidence Estacade, il était impératif de déménager nos équipements lourds, nos machineries et notre garage à l'extérieur de cette zone fortement achalandée, devenue dangereuse pour les piétons et les autobus scolaires. De plus, la relocalisation de la caserne a permis à réhabiliter un terrain désaffecté ici, vacant depuis plusieurs années à l'entrée du centre-ville. La ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, a profité de l'occasion pour saluer le travail des pompiers. Sachez à quel point votre travail est apprécié. Vous faites un travail, vous le savez, vous vous portez au secours de vos concitoyens, que ce soit en cas d'incendie ou même dans d'autres types de situations d'urgence. Et des fois, ce sont des métiers qu'on a tendance à tenir pour acquis, mais c'est important de rappeler que vous vous mettez à risque à chaque fois. Vous avez choisi de faire ces métiers-là pour le bien de vos concitoyens et vous méritez la reconnaissance de votre gouvernement et de tous vos concitoyens. Donc, je me fais la porte-parole de notre gouvernement pour vous remercier ce matin, remercier d'ailleurs tous les pompiers partout au Québec pour le travail que vous faites. Merci de la bravoure et du dévouement dont vous faites preuve tout au fil de votre carrière.